Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Bienvenue à tous les curieux qui peuvent ici s'inspirer des beaux parcours de nos invités, des invités qui créent avec passion, qui soufflent leur dynamique sur le territoire et qui entretiennent les mémoires. Ce soir, un écrivain nous éclaire sur le maquis de Loisan à travers un récit poignant autour d'une histoire d'amour puisée dans l'histoire de sa famille. Avec nous également celui qui provoque la joie, la surprise, l'excitation de ceux qui tombent sur une de ses fèves glissées dans une galette. Enfin, il n'y a pas de saison pour la pizza, mais il fait des pizzas de saison très assaisonnées et cela lui a valu un titre de champion du monde. Champion du monde de la pizza gastronomique en duo Alain-Patrick Fauconnet. Bravo. Merci, bonsoir. Et merci beaucoup. Alors voilà ce qu'on commande normalement. Si on commande des pizzas, vous avez un carton, un petit peu taché avec un petit peu d'huile, mais regardez ce qu'il y a dedans. On peut la voir comme ça. Oh, faites-la pas tomber, c'est magnifique. Hop. On va essayer de préserver ces petits trésors. Regardez, moi aussi, j'en ai un. Voilà. Et c'est encore sûrement aussi beau que bon. Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous. Vous allez nous présenter les secrets qui se cachent derrière ce titre. Que des champions, bien sûr, aussi sur ce plateau. Le leader français de la fève artisanale est avec nous. Jean-Michel Roja, bienvenue. Merci de votre accueil. Pour fêter un événement, la 10 millionième est sur le point, à l'heure où nous enregistrons, d'être créé et de sortir de vos ateliers de fabrication. Félicitations. On va connaître bien sûr à vous aussi ce qui se cache derrière cette belle histoire. Et bonsoir Laurent Seyer. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous recevoir. On est très honorés de votre visite. Vous êtes écrivain. Vous n'êtes pas de Grenoble. Et non. Non. Pas d'origine, mais ça ne m'empêche pas de l'aimer. Oui, bien sûr, et de connaître parfaitement, évidemment, ce territoire que vous décrivez, pour une partie, bien sûr, de ce territoire, dans cet ouvrage d'Étranges auteurs. C'est votre 3e roman. Hein. Vous aviez déjà publié Les poteaux étaient carrés, une belle petite histoire, et ne plus jamais marcher seul. Et donc, c'est édité chez Finitude. Et donc, ce roman d'Étranges auteurs, alors qui est inspiré du texte de René Char, hein, qu'on peut voir, voilà, alors René Char juxtapose à la fatalité la résistance à la fatalité. Tu connaîtras d'étranges auteurs. C'est le poème Pulvérisé. S'agit-il d'une ode à la résistance ou une ode aux auteurs qui ont accueilli la résistance ? En tout cas, dans le livre, les deux se rejoignent, puisque c'est ce que j'ai voulu traduire à travers ce titre. Le héros a effectivement gravi les montagnes, en l'occurrence dans les Grandes Rousses et au-dessus de l'Alpe d'Huez. Il y a vécu des choses très fortes et cette ascension physique et la rencontre avec la nature qui s'est produite là-haut, sans doute l'a amené vers des hauteurs bien étranges où il s'est retrouvé face à lui-même. Il a été conduit à descendre après être monté en lui-même. Et c'est un peu ça, je pense, que j'ai voulu traduire à travers ce bel extrait de la citation de René Char. Et peut-être aussi pour vous, d'ailleurs aussi, ça vous a permis de remonter vers votre père que vous avez très peu connu. Hein. Il vous a quitté lorsque vous aviez 5 ans. C'est ça. Vous l'avez très peu connu et pourtant, c'est son histoire ici. C'est l'histoire de Jean Lorrain d'origine, hein, qui est instruit et qui ne peut pas se résigner à porter l'uniforme nazi en 40. Il a pris le maquis. Alors d'abord à Manosque, donc dans le sud, en Provence, Aix-en-Provence, Manosque, pour fuir le service du travail obligatoire, le STO, et pour défendre les libertés. C'est ça l'histoire de Jean. Exactement. Oui, tout à fait, vous avez bien résumé. Ça a été celle de nombreuses familles françaises. Donc il s'est retrouvé effectivement pris dans cette grande histoire. Il a fait ses choix et ses choix l'ont amené jusqu'à Riou-Pérou parce qu'il a dû fuir Manosque, effectivement, parce qu'ayant refusé de partir pour le STO, il était réfractaire et donc recherché par la police, la milice, la gendarmerie. Et donc il s'est retrouvé à Riou-Pérou. Il était caché dans une usine à
AFG, usine, voilà, un patron local qui l'avait hébergé. Il avait rejoint en même temps la section Pelletier à Rio Pérou du secteur 1 du maquis de Loisan. Et voilà, ils ont été amenés à prendre le maquis dès mai 44, en fait, un peu en prévision du débarquement qui avait eu lieu en Normandie, en attente du débarquement dans le sud. Et puis voilà, entre-temps, il y a eu différents événements qui sont relatés dans le livre. Oui, alors Jean était un résistant qui a été amputé d'une jambe à la suite d'un échange de tirs avec les Allemands c'était dans le pont du Saut du Moine, oui, à Jarry. Et on découvre donc son histoire qui le guide vers un hôpital de campagne à l'Alpe d'Huez, puis transporté dans les Alpettes. On suit ses souffrances, on suit sa solitude même. Ces photos que vous nous avez confiées, c'est lui, ces gens qu'on exactement. Quand il était à l'hôpital de l'Alpe d'Huez, donc il venait d'être amputé depuis une dizaine de jours, et puis les Allemands qui venaient malheureusement de passer sur le Vercors s'approchaient de Loisan. Et on savait qu'il cherchait notamment les poches où des résistants se cachaient et les hôpitaux clandestins, comme il y en avait un donc à l'Alpe d'Huez, dans un ancien chalet qui était une annexe d'un hôtel, voilà, qu'ils avaient aménagé comme ils pouvaient. Avec des médecins qui soutenaient les résistants. Justement. Exactement, le docteur Tissot, qui était le médecin-chef, un très jeune médecin à l'époque, accompagné par son épouse, qui était enceinte de 7 ou 8 mois et qui a accompagné les maquisards dans leur ascension dans la montagne, puisqu'ils ont dû monter encore plus haut que l'Alpe d'Huez, donc en allant vers le refuge de la Fare, pour se replier parce que les Allemands arrivaient. Mais comment avez-vous pu découvrir tout ça? Puisqu'il ne vous l'a pas confié, peut-être qu'il vous a confié des choses, mais en tout cas, on ne peut pas s'en souvenir, ou alors très peu. Comment est-ce que vous avez enquêté sur l'histoire de votre père? Alors, il n'en parlait pas. Alors, moi, j'étais trop petit puisqu'il est décédé quand j'avais 5 ans, comme vous l'avez rappelé. Mais même mes frères et sœurs, en fait, ils savaient très peu de choses. Il y avait dans la bibliothèque familiale un livre qui est le livre du colonel Lanvin, Liberté provisoire, qui était le chef du secteur 1 donc de ce maquis de Loisan, et qui raconte un petit peu tout son parcours pendant la guerre, très en détail. Et donc, il y a quelques-unes de ces photos avec mon père. Et voilà, donc on connaissait vaguement dans la famille à travers ce livre. Et moi, ce livre, je l'ai découvert en fait par hasard, parce que ma maman non plus ne me parlait pas de l'histoire de mon père. C'était tabou? C'était, peut-être, je ne sais pas si c'était tabou, en tout cas, elle n'en parlait pas. De la pudeur aussi. Il y avait de la pudeur. Alors, je pense que dans le livre, on peut comprendre aussi pourquoi cette période lui rappelait sans doute une époque qui ne lui faisait pas plaisir, puisqu'elle a connu mon père après la guerre, et ça lui rappelait sans doute une époque sur laquelle elle a un peu mis un mouchoir, on va dire. Donc, du coup, quand j'ai lu ce livre à 15 ans, je me suis dit, puisque on m'en parle pas, un jour, quand je serai grand et quand j'aurai le temps, je partirai sur ses traces et j'essaierai, moi, de reconstituer tout son parcours dans la résistance. Et j'essaierai de trouver l'endroit où il a été blessé, où il a été laissé dans la montagne. Tout ce qui est raconté dans le livre, en fait, je ne le savais pas il y a 3-4 ans. Je l'ai découvert, comme vous l'avez dit, en faisant mon petit travail de documentation sur le terrain. Et ça provoque bien sûr beaucoup d'émotions aussi, parce que ce récit est forcément très fort. Les détails, le récit est très détaillé aussi. C'est vraiment c'est romancé dans le cadre de cette histoire d'amour. On va parler dans un petit instant. Mais les faits sont exacts. C'est-à-dire que c'est vraiment son histoire. Tout à fait, oui. Tous les faits historiques sont tous fondés sur des témoignages que j'ai pu retrouver, récolter. Alors, chez les bouquinistes, chez les libraires, j'ai passé beaucoup de temps à la librairie des Alpes, ici à Grenoble, par exemple. À l'Alpe d'Huez, il y a une petite salle avec un musée qui fait mémoire du maquis de Loisan. Il y a des stèles un peu partout. Le Saut du Moine à Jarry, vous en avez parlé. Donc, au début, je suis venu la première fois, voilà, un peu avec quelques idées, quelques lieux, et puis en allant rencontrer des gens, en cherchant, en rencontrant les associations, l'association des historiens du pays visillois, l'association des descendants du maquis de Loisan. J'ai commencé à collecter de plus en plus de témoignages et à pouvoir boucher les trous qu'il y avait à travers les récits qui existaient. Il y en a très peu, puisque vous l'avez dit, le maquis de Loisan, en fait, est pas beaucoup traité en fait dans les livres d'histoire. Quand on lit les livres d'histoire sur la résistance en général, il est toujours question du Vercors, bien évidemment, les Glières, etc. Mais assez rarement en fait de Loisan. Et donc cette épopée particulière dont autour de l'Alpe d'Huez, les communes font mémoire tout de même, parce qu'il y a des stèles, il y a des panneaux historiques, etc. Et la mairie de l'Alpe d'Huez organise même une randonnée historique, mais dont je ne connaissais pas l'existence et que j'ai retrouvée, et qui nous conduit sur les traces de cet hôpital FFI, donc en fuite dans la montagne,
au mois d'août 1944. Un maquis de Loisan aussi qui était... beaucoup d'étrangers rejoignaient aussi ce maquis de Loisan, des Africains notamment. Oui, tout à fait. Alors le colonel Lanvin lui-même venait de ce qu'on appelait la coloniale, et donc des Africains, des Indochinois, comme il les appelait à l'époque. Voilà, donc effectivement, et ces deux amputés, puisqu'ils étaient deux amputés dans ce convoi qui a pris la montagne, il y avait donc mon papa et un autre qui s'appelle Gaëtan dans les témoignages. Comme il y avait toujours des noms un peu de clandestins dans la résistance, je ne sais pas si c'était son vrai nom, mais lui, en fait, a pu être transporté jusqu'au refuge de la Fare, Gaëtan, parce que justement, un des maquisards a réussi à le mettre sur son dos et à le transporter, parce qu'on ne pouvait pas le brancarder. Maintenant, quand vous montez au refuge de la Fare, il y a des moments où on passe avec des cordes, quoi. Donc, c'est quand même assez dur. Et mon père, lui, n'a pas réussi ça, mais tout ça pour dire, voilà, c'était Momo, un Algérien, d'après les souvenirs qu'on en garde, qui a réussi à transporter, lui, Gaëtan, tout en haut. Donc, oui, un maquis représentatif de différentes nationalités. Forcément, votre démarche personnelle, elle nous intéresse. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir recréé le lien, du coup, avec votre père, d'avoir écrit cette histoire entre lui et vous ? J'ai surtout recréé mon père, voilà, puisque je ne l'ai pas connu. Rencontré, voilà, ça a été dans ma vie. Voilà, j'ai été orphelin de père, j'ai toujours vécu avec ça. Ça m'a un peu constitué, ça m'a un peu défini, et il fallait que donc je ne l'ai pas connu. Et donc là, j'ai l'impression de lui avoir redonné vie. Et le Jean qui est dans le livre, c'est sans doute pas exactement le résistant que ses compagnons ont connu, pas exactement le père que mes frères et sœurs ont connu. En tout cas, c'est mon père. Et en parallèle, il y a un jeu d'écriture. C'est un chapitre sur 2 est dédié à l'histoire de sa deuxième épouse, Odette, dont on découvre la fin de vie et on remonte petit à petit jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Voilà. Et il faut garder le suspense, donc on ne va pas tout raconter. Mais, mais tout à fait. Mais c'est le principe de l'écriture. C'est le principe c'est le choix de la construction narrative que j'ai faite pour emmener le lecteur à travers ce jeu de miroir un petit peu, puisque une fois que j'ai eu écrit l'histoire de Jean dans le maquis, je me suis dit, en fait, ce que j'aimerais comprendre maintenant, c'est en quoi cette expérience incroyable, héroïque, en quoi ça a fait de lui l'homme qu'il est devenu plus tard. Et comme cet homme, je ne l'ai pas connu, j'avais les témoignages de mes frères et sœurs, de la famille, etc. Mais je me suis dit, finalement, pour comprendre qui il a été après, et en quoi cette expérience incroyable l'a marqué, le plus simple, c'est peut-être que je regarde ma mère. Et donc, elle m'a servi un peu de miroir. Et puis, j'ai trouvé du coup des parallèles. Ça m'a permis de m'interroger sur ce couple, parce que ce sont deux personnalités fortes, mais très différentes. Et puis, il y a ce miroir, parce que malgré tout, à sa façon, on ne va pas trahir encore une fois l'histoire, mais elle a aussi résisté à sa façon. Elle a été fidèle. Et donc, voilà. Elle s'est un peu imposée dans le récit, en fait. Au départ, je n'avais pas prévu. Je pensais vraiment écrire que l'histoire de Jean. Et puis, elle s'est un peu imposée à moi. Et le territoire aussi s'est imposé à vous, puisque vous n'en êtes pas originaire, mais vous en parlez presque avec affection. Et vous vous êtes approprié aussi ce territoire de Loisan. Oui, totalement. Et j'ai vraiment vécu cette expérience des étranges hauteurs. C'est quand je retourne sur le massif des Grandes Rousses, au-dessus de l'Alpe d'Huez, c'est vraiment des sensations très très fortes. J'ai passé de nombreuses heures en fait sur place. Voilà, une fois que j'ai trouvé l'endroit où il avait été laissé pendant 5 jours, parce qu'on ne pouvait plus le transporter, les Allemands rôdaient, etc. Donc c'est 5 jours de solitude à plus de 2000 mètres d'altitude. Moi, j'y suis retourné plusieurs fois avant d'écrire et je restais là pendant 2 heures, 3 heures. Je regardais le soleil scintiller sur Beldon, passer au-dessus là, des Grandes Rousses et puis éclairer Beldon. Je laissais mon œil se faire attraper par un épilobe en fleurs, mon oreille être accrochée par le cri d'une marmotte. Et tout ça, j'espère, on le retrouve dans le livre parce que ça m'a beaucoup marqué. Ça a contribué, je pense, à me rapprocher de mon père. Et ça doit aussi contribuer à vous rapprocher encore de votre territoire et de l'histoire aussi de ceux qui ont fait la résistance, à tout ce qu'on leur doit. C'est effectivement, ça se lit très bien, c'est très joliment écrit, avec un style qui est très attachant aussi. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. C'est un très beau vecteur finalement, un très beau lien entre cette histoire et nous. Finalement. Absolument. Et vous aussi, vous qui avez 5 filles, je ne sais pas si du coup vous avez une approche aujourd'hui différente avec vos filles à présent que vous avez pu rencontrer enfin votre père. Eh bien sans doute, en tout cas elles ont un grand-père maintenant, il est dans le livre. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Alors j'imagine que ça fait beaucoup de batailles autour d'une fève quand on a 5 filles et qu'il faut manger une seule galette, il n'y a qu'une fève. Maintenant heureusement il y en a 2 notamment grâce à vous.
Il n'y a pas de fèves dans les pizzas, hein. Ça, c'est une idée. bonne idée. Hein, c'est les noyaux d'olive, normalement, Ah non. la fève. Et il y en a une, en tout cas, qui a une histoire. Parmi les fèves que vous créez, Jean-Michel Rojat, c'est la 10 millionième. Et oui, elle approche. La Oui. 10 millionième fève elle est est- sur le point de passer au four. Eh ouais. Voilà. Elle est au four, donc elle n'est pas en or, celle-là. Vous vous êtes pas dit, tiens, celle-ci, on va la faire... Voilà, on Non, va... non, on fabrique en France des fèves en porcelaine et voilà, elles passent au four à 820 degrés et ensuite elles sont à disposition des artisans boulangers. D'accord, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la voir ici sur ce plateau, parce que déjà elle est précieuse, hein, elle a une histoire. Pané-Ciel, c'est le leader français de la fève artisanale et qui a produit déjà 10 millions de fèves et des brouettes. Enfin, on va voir, hein, peut-être des brouettes. Comment est-ce qu'on sait d'ailleurs exactement si c'est la 10 millionième? Ah ben, on a des statistiques des précises, compteurs. voilà, on a Eh des oui, compteurs, bien oui, sûr. tout à fait. Et donc ça fait autant de surprises et de joie chez les enfants. Alors ça fait quoi de se dire qu'on travaille pour créer du bonheur? Ah ben c'est une histoire d'amour entre notre entreprise et les artisans boulangers. On est vraiment avec eux pour leur aider à exprimer le fait qu'ils sont le cœur d'un territoire, qui sont le circuit court, et que, à travers leurs fèves, ils racontent une histoire. Ils pourraient raconter l'histoire du maquis de Loisan. Ça pourrait être tout à fait possible. Le boulanger de l'Alpe d'Huez pourrait parler de cela s'il était touché, par exemple, par le livre de Laurent. On pourrait parler de tout ce qui se passe de beau dans son quartier, dans sa ville. Alors, il y a de ça, mais alors moi, avant de parler du bonheur du beurre, parce que la galette, c'est du beurre, avant de parler, bien sûr, de tout ce que raconte la fève, il y a aussi la surprise. Voilà, on tombe sur une fève, ça y est, on est le roi, et on a une couronne. Ça, c'est génial, non? Ah ben, c'est aussi tous les enfants, toute cette belle tradition qui est d'ailleurs presque vivante qu'en France. Mais on ne comprend pas comment les autres pays peuvent se priver d'une telle belle histoire. Peut-être parfois, on a peut-être même deux couronnes, hein. C'est-à-dire on a celle qu'on porte sur la tête et celle qu'on a si on se casse la dent avec, je ne sais pas. Oui, il y en a, ça vous le savez, on se casse les dents aussi avec vos fèves? Alors, il y a des rois célèbres qui se sont cassé une dent sur une fève. Voilà. Ouais, mais c'était même à l'origine des fèves, des vraies fèves. Alors, on va revenir déjà sur votre histoire. Donc, votre société, elle est basée à Saint-Imier. Vous avez plus de 30 ans d'expérience sur ce petit objet. Alors, ce petit objet, c'était au départ une fève, une vraie, un petit haricot sec. On dit que ce sont les Romains qui ont créé la tradition et qui l'utilisaient comme un bulletin de vote pour élire le roi du festin lors des fêtes saturnales. La fève, c'est aussi le symbole de la fécondité, de la renaissance. Elle pousse au printemps, hein, la fève justement. Donc elle a bien évolué, on la voit ici dans vos ateliers. Alors qu'elle soit en plastique ou en porcelaine, la fève, elle est majoritairement donc fabriquée en Chine ou au Vietnam, hein, pour 95% d'entre elles. Pané-Ciel, c'est 100% artisanal. Porcelaine? C'est de la porcelaine, tout à fait. Et c'est 100% made in Isère. Made in Isère, tout à fait. Et on est très heureux de ça. Il y a quelques années, on faisait du Made in France. On disait, bon, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, ça fait 12 ans qu'on fait du Made in France. Mais là, il y a vraiment une demande qui grandit sur des produits authentiques. Quand on va chez un artisan boulanger, on est content de savoir qu'il a choisi, il fait partie de la minorité qui choisit le Made in France pour ses clients. Oui, et en plus, il y a une démarche qui est solidaire aussi, car votre atelier de production ici à Fontaine, c'est un chantier d'insertion. Tout à fait. On a vraiment à cœur d'être utile à la société. Donc, en produisant en France, c'est déjà un premier point. En produisant avec des gens qui sont parfois éloignés de l'emploi, c'est un peu plus difficile. Donc, on adapte le travail, enfin, l'atelier avec lequel on travaille adapte le travail pour que tout le monde puisse avoir son travail et œuvre aussi à une bonne ambiance. Hein. C'est la cohésion de l'équipe. On essaye vraiment de créer cette dynamique, cette cohésion de gens pour lesquels trouver un job n'est pas aussi évident que pour tout un chacun. Donc il y a un vrai sens derrière tout ça et aussi une vraie technique. Alors là, on vient de voir la technique du marouflage, hein. Il faut maroufler. Comme quand on met du papier peint, voilà, il faut appuyer, il n'y a pas de petites bulles. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc, alors, c'est une base de porcelaine qui est crue, qui va cuire au four.
On pose dessus une petite pellicule. Qu'est-ce que c'est cette pellicule? Le chromo. Alors c'est vraiment comme chromo. toute la porcelaine qu'on voit de Limoges, etc. C'est toute cette belle histoire des assiettes, etc. Donc on a une porcelaine qui a déjà été cuite à 1400 degrés. Donc c'est vraiment c'est de la porcelaine qui est émaillée. Et ensuite on vient déposer dessus un chromo. Donc ça c'est la création, ce que nous ont demandé. Chaque boulanger de France nous demande de créer quelque chose. Bon, là, vous avez vu tout à l'heure, il y avait un passionné de l'alpine. Mais sur Grenoble, par exemple, on va voir les fèves c'est les enfants de Grenoble qui ont dessiné les fèves, par exemple, de la talmellerie, que vous allez découvrir très bientôt. Un autre boulanger fait des fèves sur la dent de crôle, les mystères de la dent de crôle. Il va faire découvrir la dent de crôle par l'intérieur et même faire gagner à certains, à des clients des visites souterraines de la dent de crôle. Voilà, on raconte à chaque fois une histoire. Chaque boulanger, chaque artisan boulanger vient raconter une histoire de son territoire. C'est ça, c'est que vous avez transformé l'histoire de la fève aussi, puisque ça n'est pas qu'un petit objet qu'on va collectionner parce qu'il est joli, parce qu'il est en 3D. S'il est en 3D, il ne vient pas de chez vous. S'il est en 3D, il ne vient pas de chez nous. On est spécialisé dans la fève 2D, ce qui en général est le choix des grandes maisons. Le 2D est notre possibilité. Voilà. Il faut être clair, on ne peut pas faire du 3D C'est très en joli, France. mais c'est pas chez vous. Ça, c'est tout plat. Il y a plus de chances, mais c'est pas carré. Ça pourrait venir chez nous. Ça non, pourrait, mais chez vous, c'est pas carré. que carré. Mais on ne peut pas faire de la fève 3D en France. C'est pas possible. Donc on est dans la technique de l'assiette. Ou alors c'est un petit artisan potier qui va faire son truc, Oui, qui voilà, va les qui vendre peut au en marché faire, de Noël. voilà, quelques-unes, tout à fait. Et il y en a. Et je les salue parce qu'ils font un super boulot et ils travaillent vraiment en local aussi avec les artisans. On adore ces histoires-là. Quand c'est un potier local qui travaille avec le boulanger, voilà. Tout à fait. C'est magnifique. Tout à fait. Artisan, ça ne veut pas dire pas haut de gamme, hein, puisque c'est très perfectionné aujourd'hui. Hein. Dans vos ateliers, on voit, la cuisson est dirigée par ordinateur. Oui, tout est hyper précis. On doit, pour avoir une belle qualité, c'est comme j'imagine dans la pizza, on va le savoir tout à l'heure, mais il faut être rigoureux dans ce qu'on fait. Dans la télé aussi, hein, voilà. vous allez voir. Oui. Oui, certainement. Mais la partie délicate, c'est la dépose du chromo, donc on en était là tout à l'heure, sur le petit morceau de porcelaine sur lequel il y a déjà un petit peu de verre. L'émail, hein, c'est du verre. Donc on vient déposer un chromo sur cette porcelaine qui a son émail et donc du verre. On recuit toute une nuit à 820 degrés et à ce moment-là, la porcelaine, l'émail qui est sur la porcelaine commence à bouillir, enfin à rentrer en une sorte d'ébullition. Le chromo rentre à l'intérieur, les couleurs se révèlent et emprisonnent, parce qu'il ne faut pas que les couleurs soient dans nos assiettes, enfin dans la galette, etc. Et le matin, on ouvre le four et on découvre les 1000 couleurs de la France, parce que ça va de la Provence à Lille, à Grenoble, bien sûr. Bien sûr, puisque vous exportez en France, c'est-à-dire c'est pas uniquement isérois. Vous travaillez aujourd'hui combien, 500 boulangers à peu près? Oui, on a à peu près 500 boulangers en France et dans le monde, puisque les boulangers français... Enfin, je pense que vous savez à quel point l'excellence française est reconnue dans le monde. Et donc, surtout en matière de galettes aussi. Donc, matière de bien galette, sûr, évidemment. donc la fève et la galette. La fève et la galette. Et du coup, il y a des boulangers français qui nous commandent des fèves au Japon, à Taïwan, enfin beaucoup en Asie, aux États-Unis, etc. etc. Et donc, vous l'avez dit, ce travail, c'est un lien avec le boulanger qui veut faire sa carte de vœux. Donc, une fève, ça peut être c'est un vecteur pour véhiculer l'image de l'artisan boulanger. Un territoire aussi peut se dire, voilà, comme notre territoire à nous, on peut dire, voilà, il y a la fève de la ville de Grenoble qui va retracer l'histoire des Jeux Olympiques. Il peut y avoir l'histoire des transports dans la métropole grenobloise. Il peut y avoir aussi le FCG Rugby qui va raconter aussi l'histoire de cette équipe avec les filles d'ailleurs. Et là, on voit notamment Manaé Féléou qui avait donc déposé les fèves. C'était avec la Maison Le Noir ici, donc un partenariat que vous avez noué. Et Manaé qui revient aussi de la Coupe du Monde de féminine de rugby. Donc c'est ça en fait, c'est que chaque artisan boulanger va raconter son histoire et chaque territoire peut raconter son histoire avec votre fève. C'est le lien entre l'artisan boulanger et son territoire. Et la fève est à la rencontre de ces deux
monde. Le boulanger est celui qui donne du pain à son territoire, du pain, des galettes, des croissants, etc., à son territoire. Et voilà. Et la fève lui permet d'exprimer son attachement à ce territoire une fois par an. Ah, ça se collectionne de plus en plus alors, hein, parce que ça fait plus en plus d'histoires. C'est pas seulement un objet, c'est donc aussi un symbole d'une histoire. Tout à fait. C'est vraiment les fèves de notre entreprise sont très très demandées parce que on ne fait que des petites séries. Il n'y a pas une fève que vous pouvez retrouver chez un boulanger et chez un autre. C'est impossible. Chacun est les boulangers, ils disent nos galettes sont uniques, alors nos fèves aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils veulent de plus en plus de la fève qu'ils ont fait par eux-mêmes. Ils l'ont créée comme leur galette. Allez, les fèves de Télé-Grenoble, on va bien les trouver aussi avec notre tête dans les galettes, ça serait pas mal ça. Oui, ça serait sympa. Très bien. En tout cas, ça irait très très bien, avec. Merci beaucoup et bonne 10 millionième, 20 millionième aussi. On est sûr qu'elle arrivera très très bientôt si l'histoire se poursuit. Et elle est jolie cette histoire. De la galette à une autre galette. Elle est là, mais alors quelle galette, hein? Parce que quand on commande une pizza, on peut avoir une pizza ou alors on peut avoir... Oh, regardez ça. Regardez comme elle est belle. Hop, vous la voyez? Elle est absolument sublime. C'est pas celle-ci qui s'appelle C'era una volta, c'est pas ça. Non, hein. c'est la boutique s'appelle La Douée, comme le concours de gagner. La Douée, ça veut dire le prix en duo du championnat du monde de pizza dont vous êtes le lauréat. Bravo, vous êtes aussi champion de France. Champion de France 2021, champion du monde 2022. Exactement. Alors, et c'est pas une blague, on a des images du titre hein, d'ailleurs. C'est puisque c'est très très. C'est tout noir. Non, bon, ben, c'est pas grave. C'est aussi tout noir. Non, on n'a pas l'image. Ben, on va revoir le championnat tant qu'à faire alors, parce que ça aussi c'est une belle preuve par l'image. Le championnat donc, ben, ça se passe devant beaucoup de monde. Et donc la pizza gastronomique, ça veut dire que, eh bien, on marie le côté populaire de la pizza à la haute gastronomie dans notre pure tradition française. C'est à peu près ça? C'est tout à fait ça, voilà. On dit française, sur un produit italien à la base. Italien, voilà, tout à fait. Alors, on y va. Hein. C'era una volta, ça veut dire il était une fois. C'est une base donc de bisque d'oursin et homard, ainsi qu'une garniture composée de noix de Saint-Jacques brûlées au chalumeau, agrémentée de caviar séché, terminée avec une touche de fleur de sel, des gambas marinées aux agrumes et flambées au saké, des billes de mozzarella, crème de ricotta, des fleurs de ricotta aussi et cœur safrané. Une tuile à l'encre de sèche, des jeunes pousses de petits pois. C'est pas fini. On les a vus sur ces images. Une écume d'eau de mer et langue d'oursin, pistil de tomates séchées. C'est pas de mémoire, hein, j'ai pas pu apprendre par cœur. Et la pizza est également servie avec un saké Etienne et une crème d'oursin. Voilà. C'est plus long de la lire que de la faire finalement. Oui, on va dire ça. Oui. D'où vient cette inspiration ici? Mais en fait, ça a une histoire. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. En fait, on s'est rencontrés avec Caroline et on a une passion tous les deux pour le voyage. De la région lyonnaise, hein, de la région lyonnaise, Saint-Priest. Et donc, dans la pizza, vous retrouvez des produits asiatiques, puisque moi j'adore l'Asie, russe, puisque j'ai eu l'occasion d'aller en Russie. On retrouve des produits bien français, la Saint-Jacques de la baie de Somme. Les oursins de Galice, l'Espagne. En fait, on symbolise tout un voyage et j'ai voulu l'agrémenter avec du saké tiède, tradition très asiatique. Il est plus très tiède hein, là maintenant. Mais non, maintenant non. Je vous cache pas que c'est très difficile de présenter cette émission avec ce magnifique produit à côté. Ça sent vraiment très très bon. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses ici. Certains pourraient dire ça fait quand même beaucoup de choses, donc on a une idée, on la met dessus. Non, chaque élément a sa place sur cette composition. Oui, tout à fait. Chaque élément a sa place et chaque saveur a sa place surtout. Voilà. Alors, et vous le savez, puisque vous êtes enseignant à l'école hôtelière, au lycée hôtelier, les Diguères. Eh oui, tout à fait, depuis 20 ans quasiment. Vous enseignez dans quelle discipline? Et la cuisine. Donc, forcément, et pizzaiolo, c'était pas forcément un métier vers lequel vous vous dirigiez? Non, c'était un hasard en fait. J'ai fait de la pizza étant jeune, mais étant très jeune, hein, et là, c'était vraiment l'histoire de la rencontre, quoi. Il y a une histoire en fait. Voilà. La rencontre avec... Qu'est-ce qui a conduit justement à cette pratique de la pizza en duo? Parce qu'on peut se dire, qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi en fait ce titre-là? Est-ce que c'est comme une course finalement? On peut la faire en solo, en duo, par équipe?
Oui, alors en solo, comme vous dites, ça sera la pizza classique. C'est à peu près la même chose, sauf que là, c'est comment on peut dire, une équipe en fait, et chaque personne connaît le travail de l'autre. Alors, qui fait quoi, aide l'autre. du coup? Alors là, par exemple, la pâte était faite par Caroline, hein, l'étalage était fait par Caroline, mais par contre, toutes les garnitures étaient réalisées par moi, en fait. D'accord. Et après, on a une note sur, on va dire, la synchronisation du travail, et il fallait qu'elle sache ce qu'elle faisait, où elle le posait. Moi, je savais ce que je faisais, où je le posais. Et tout ça dans un temps imparti. Donc c'est aussi codifié que le meilleur ouvrier de France. Alors il faut regarder à la fois comment c'est fait, c'est-à-dire la partie technique, l'entente aussi, et pas seulement la souplesse de la pâte et l'équilibre des saveurs. C'est tout cet ensemble? C'est tout un ensemble, Puis après, il faut aussi l'expliquer, le pourquoi. Vous êtes devant un jury international, donc il faut expliquer pourquoi tel produit, pourquoi vous avez utilisé ça comme ça. Je veux dire, par exemple, moi, j'ai pris des cours sur le saké, quoi. Je savais pas, le polissage du grain de riz, ça me parlait pas, quoi. Et là, on écoute, on se renseigne, voilà. Le coup, par exemple, du caviar qu'on brûle sur une Saint-Jacques au chalumeau, vous avez tout le goût du caviar qui remonte dans la Saint-Jacques et les crus à l'intérieur. Ça explose en bouche. Et ce sont des choses qu'on peut exploiter aussi, non pas sur une pâte à pizza, mais également dans une assiette? Surtout. Ce sont des techniques que vous allez enseigner? Toutes les techniques sont de la cuisine classique, je dirais. Enfin, classique, réinterprétée. Et ce championnat, c'est un championnat officiel? Parce qu'il y a plusieurs championnats du monde de pizza. C'est quoi sa différence à Il y a celui-ci? plusieurs championnats du monde, mais on va dire le seul qui est reconnu, c'est Parme. Parme, on nous dit que c'est la... Allons bon. Et pourquoi Parme? C'est à Naples qu'elle est née, la pizza, le berceau de la pizza napolitaine. Oui, mais à Naples, vous avez la napolitaine, qui n'est pas du tout la même. Ah, c'est quoi? C'est un concours de margherita, peut-être? Non, c'est une technique différente. La pizza napolitaine est cuite à 440 degrés avec une pâte beaucoup plus hydratée. D'accord. Et nous, la pizza est cuite on va dire aux alentours de 330 degrés et sur un temps plus long, en fait. D'accord, donc ce qui fait qu'elle est plus comment alors? Elle est moins souple peut-être, avec plus de caractère? C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. D'accord, mais je viens d'apprendre, je croyais que la napolitaine c'était une garniture. Oui, aussi. On l'appelle aussi napolitaine, mais les pizzas napolitaines ne sont pas des pizzas classiques. D'accord, Voilà. Et donc c'est un terrain d'expression infini? Tout à fait, comme la cuisine. Voilà. Et alors, elle a la cote, hein, la pizza. De mémoire, 448 000 tonnes de pizza sont consommées chaque année. Ça veut dire 951 pizzas chaque seconde, là, dans le monde. Et les Français sont les deuxièmes plus gros mangeurs de pizza. Alors, pourquoi la mettre en lumière avec des championnats? Elle a besoin de promo aujourd'hui? Je pense. Et puis, on a un peu quitté la pizza, on va dire, qui était familiale, où c'était la maman qui faisait la pizza avec ce qu'elle trouvait à la maison. Maintenant, on passe dans la pizza, on va dire, plus gourmande. Voilà. La maman et beaucoup le papa, parce qu'il y a beaucoup de pizzaiolo et pas beaucoup de pizzaiola encore. À l'époque, c'était plutôt la maman à la maison. Mais il y en a. Et Oui, moi, voilà, ma pizza que j'aime beaucoup, c'est une pizzaiola qu'il a fait pas très loin de chez vous, à Saint-Imier d'ailleurs. Voilà, un petit coup de pub pour Manon. Mais donc, alors, elle a la cote. Et vous, qui êtes un gastronome et qui enseignez bien sûr l'art culinaire, la cuisine, eh bien, je vais vous demander si vous reconnaissez cette pizza soufflée. C'est celle de Jean-François Piège. Oui. Voilà, Jean-François Piège. Celle-là, c'est celle d'Alain Ducasse. Alain Ducasse, voilà. oui. Là, on le reconnaît, il est à côté. Yannick Delpech. 2 étoiles. Attention. Donc, chacun est Mauro Colagreco. Et qu'on surnomme aussi le meilleur cuisinier du monde. Il y a un titre, d'ailleurs. Voilà, exactement. 3 étoiles, d'ailleurs. Donc, chacun des chefs étoilés doit avoir sa pizza aujourd'hui. Tout à fait. Depuis le Covid, tous les chefs étoilés se sont mis à la pizza. Yannick Aleno, entre autres, j'en passe, et des meilleurs. Tout le monde s'est mis à la pizza. C'est pizza et burger aussi, il faut le dire. Voilà, vous avez des burgers gastro maintenant, mais bon, on aime ou on n'aime pas, mais... C'est un peu plus lourd, voilà. à mon goût, bien sûr. Mais alors, pour les fans de pizza, ça tombe bien, vous n'étiez pas un pizzaiolo d'origine, mais vous avez
ouvert votre restaurant à l'automne dernier. C'est encore tout frais. Et voilà ce qu'on peut déguster chez vous. Donc un restaurant de pizza gastronomique. J'arrive pas à le prononcer. C'est Alors c'est O, la lettre O, apostrophe 5 gourmet. Voilà, donc c'est O,5. Voilà, ce qui a une signification énorme, puisque, bon, je vais raconter en 2 mots. Oui. Quand j'ai gagné le championnat du monde, le premier réflexe de mes enfants, c'est on va ouvrir une pizzeria. Je les ai regardés, je me suis dit, quoi ? Et puis finalement, chacun a sa tâche. Papa travaille beaucoup, c'est sûr. Et on a monté une pizza familiale. On a tout refait. Le décor, il n'y a qu'un mur en pierre qu'on n'a pas pu changer parce qu'il était magnifique. C'est ce qui nous a fait décider d'acheter. Et puis on a tout refait et on a mis au point toutes les recettes. On a tout fait de A à Z. Ça Dans le quartier Championnet. Quartier Championnet, voilà. Un bis rue Pierre Berthaud, précisément. Et donc, on peut y trouver ça vient de chez vous. Vous ne l'avez pas faite, la télé, vous vous a dit non, celle-ci, on peut la pizza à la commander. carte, c'est la pizza Douai. Et ça se déguste en amoureux, ça, justement. C'est une pizza d'exception. Ouais. Si vous voulez. Très, très, très bien. Oui, mais il faut venir chez vous parce qu'elle est, là-bas, elle est servie dans des bonnes conditions. Ouais. Mais vous faites à emporter aussi. Je fais à emporter également, voilà. D'accord. Ça veut dire que celle-ci, après l'émission, on va pouvoir la déguster. Oui, l'emporter. Oui, elle va pouvoir être encore très, très bien. Mais est-ce que vous allez retenter le concours l'an prochain ? Alors, je vais être très honnête, le cœur me dirait oui et la raison me dirait non. Et puis, mon épouse, elle m'a dit non, sûrement pas. Voilà, donc comme ça, au moins, c'est réglé. Ça, c'est fait. Champion de France, champion du monde. Quand on a le championnat du monde, à quoi bon tenter autre chose ? Ça, c'est sûr. Je sais pas, non. Vous les aimez, les pizzas ? Ah oui, puis là, ça me fait une raison supplémentaire pour revenir à Grenoble. Exactement. Très souvent. Dire, j'ai mangé la pizza d'un champion du monde. Là, elles font envie. Hein. Voilà. Moi, ma préférée, c'est aux aubergines. Je ne sais pas si vous la travaillez. Alors, je ne la fais pas. Je change la carte très régulièrement. En fait. De saison. Ce qu'il faut savoir, c'est que je change la carte très régulièrement. J'ai des produits... Ah, ça y est, les commandes arrivent. Voilà. Ça y est, il va falloir y aller. C'est sûr, puisque vous ouvrez le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous continuez d'enseigner ? Oui, je continue d'enseigner encore un petit peu. Et on est ouvert que du jeudi soir au dimanche soir. Voilà, on ne peut pas ouvrir tout le temps aussi quand... Ça y est, c'est cuit, ça a sonné, c'est prêt. C'est le micro-ondes. Et voilà, ça sonne en plus la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Et on sera ravis d'aller déguster. C'est magnifique, ce sont des œuvres, hein. Évidemment, ce sont des tableaux. Merci encore à Laurent Seyer, d'Étranges auteurs, un livre à lire absolument pour redécouvrir le maquis de Loisan. Et les fèves, vous allez les trouver. Les fèves de Jean-Michel Roja, vous les trouverez bien sûr dans vos galettes Made in Isère. Merci à vous tous, à très vite. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.